Echoes Studio. J'ai fait un enregistrement en live avec 2 tonnes il y a 2 semaines. Ouais. Et évidemment, tu vois, quand tu sors du salon, tu sors du truc habituel un peu. Et du coup, je sais pas, j'avais les caméras, il y avait du monde, il y avait du public en face. Je discutais avec Pierre-Alix. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Ah mince. On a fait 10 minutes d'épisode et après j'ai vu la petite lueur. Oups. Ah, ça va si c'est 10 minutes. J'ai osé le dire à personne du coup. Ok. Et du coup, Pierre-Alix apprendra peut-être avec cet épisode-là si jamais je coupe pas la partie du début. Désolé Pierre-Alix. Eh bien écoute, salut Charlène. Salut Xavier. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci de passer pour cet épisode estival. On enregistre le 4 juillet, cet épisode 4 juillet 2023. On n'est pas trop dans les chaleurs, donc en ce moment ça va. Et puis quand j'ai dit à des proches que j'allais faire un épisode sur le cycle de l'eau, parce que tu es hydrologue, on m'a dit « Ah, trop cool, retour vers les cours de SVT du collège, ça va être facile, un épisode qu'on va pouvoir suivre. » Parce qu'on me reproche aussi de temps en temps que les épisodes sont un peu trop techniques. Sauf que là, encore une fois, ça va pas le faire, parce que le schéma qu'on connaît tous, avec la montagne, la neige, les rivières, la mer, l'évaporation de l'eau, les nuages, et puis de nouveau le cycle avec la neige, ça marche pas. Et non, on l'a cassé. Voilà, et du coup, on l'a cassé. C'est pas qu'il est complètement faux. Notre représentation est fausse, mais on l'a cassé, ouais. Ouais. Et du coup, dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que c'est vraiment le cycle de l'eau. On va essayer de mettre le doigt sur là où on se situe au niveau de l'urgence, au niveau de l'eau, essentiellement en France aussi. Et puis, on va voir comment est-ce que l'eau se gère en tant que ressource, et puis les conflits qui peuvent y être associés. Et pour ça, je te propose de te présenter, que tu nous dises un petit peu pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi c'est toi qu'on a invité. Ok, merci déjà pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et donc, pourquoi je suis là ? Moi, je suis une grande passionnée de l'eau, depuis que j'ai 5 ans, je commençais déjà à vouloir nager toute seule. Et j'ai une relation vraiment très forte avec l'eau. Mon frère était un pêcheur à la mouche, donc on allait traquer les truites ensemble dans les rivières. Et en fait, j'ai voulu très tôt être médecin de l'eau, à vouloir comprendre comment fonctionnent les rivières, d'où vient notre eau, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Et en fait, très tôt, j'ai fait donc des études pour comprendre comment fonctionne notre système terre et le système eau. Et donc, dans les facs de géologie, j'ai fait une fac de géologie, on vous apprend soit à exploiter le pétrole, soit à exploiter du gaz ou des minerais, des minéraux, des cailloux ou l'eau. Et donc, j'ai choisi la voie de l'eau. Et en fait, j'ai toujours été perturbée par cette envie humaine de vouloir dominer toutes les ressources naturelles qu'il a à sa disposition. L'eau en fait partie. Et moi, mon combat, en fait, c'est de faire une autre approche, de changer de regard sur l'eau pour ne plus l'exploiter, mais vraiment de s'intégrer dans un grand cycle de l'eau, faire en sorte que l'homme revienne à sa place dans ce grand cycle. Donc, à comprendre comment ça fonctionne et ensuite apporter des solutions et un nouveau regard sur l'eau. Tu t'es senti écolo depuis très très longtemps ou pas ? Parce que dans une fac géologie, c'est pas forcément le cas. Est-ce que toi, tu avais l'impression, en étant en protectrice, en médecin de l'eau, est-ce que tu avais l'impression d'être déjà écolo très très tôt ? En fait, je dirais pas que j'étais écolo, mais en fait, on protège mieux ce qu'on connaît. Et très tôt, forcément, quand on apprend que la Terre a vécu des crises écologiques depuis 4,5 milliards d'années, que en fait, elle a toujours su s'en remettre et que les êtres humains, en l'espace de quelques centaines de millions d'années, ont absolument tout perturbé. On est la première espèce vivante sur Terre à exercer une telle influence sur la Terre et le cycle de l'eau que forcément, on se sent tout petit et on se dit il y a quelque chose qui va pas. Donc après, même si on a tous la même formation, pour avoir été avec toute une promo de scientifiques et ensuite d'ingénieurs, parce que j'ai vraiment un parcours universitaire et un parcours ingénieur, on n'a pas du tout la même sensibilité. On peut avoir la même information, mais pas du tout la même sensibilité. Et moi, j'ai eu la sensibilité, effectivement, à la base, en étant proche des rivières, en les observant. Et ensuite, j'ai eu la formation scientifique qui m'a
conforter vraiment dans ce choix de protéger l'eau et l'ensemble du vivant. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi tes activités principales en tant qu'hydrologue ? Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de conseils. J'interviens notamment en conférences auprès des entreprises, etc. pour faire du conseil. Et ensuite j'alerte. Voilà, je suis un peu une alerteuse de l'eau. Ouais, donc tu es une lanceuse d'alerte. Lanceuse d'alerte sur l'eau, ouais. Est-ce que tous les hydrologues sont comme ça ? Ce serait quoi le travail concret ? Je pense qu'on est quand même pas mal à se demander un peu ce que ces gens-là font au quotidien. C'est quoi le travail d'un hydrologue sur le terrain concret ? Alors, il y a déjà plusieurs courants dans l'hydrologie. Il y a les spécialistes de vraiment l'hydrologie pure et dure. C'est ceux qui sont à faire des études, modéliser en fait en fonction d'une pluie donnée le débit qu'on va avoir dans une rivière. Ça, c'est le rêve d'un hydrologue, de dire waouh, en fonction de cette pluie-là, on va avoir tel débit. Alors que ce soit pour la sécheresse ou l'inondation, l'idée c'est de prévoir et ensuite d'apporter cette prévision aux politiques publiques qui vont aménager le territoire en fonction. Donc voilà, moi j'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai été fonctionnaire à conseiller des élus. Bon, j'étais pas derrière l'ordi à faire des modélisations, moi j'étais là pour traduire concrètement les études des hydrologues en action. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, une fois qu'on sait ça ? Et de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui vont prendre des décisions sur l'eau. Et c'est des décisions qui s'échelonnent sur 10 ans, 15 ans. J'ai conseillé des élus pendant 5 ans. Et après, confinement, grosse remise en question. Et là, je suis partie solo pour faire tout ce travail-là, de comprendre aussi le lien entre l'eau et l'alimentation. Ensuite, écrire ce livre. Ensuite, créer cette association pour une hydrologie régénérative dont on parlera. Donc moi, je suis vraiment lanceuse d'alerte pour faire changer les politiques publiques, les entreprises et l'éveil citoyen par de la pédagogie et des cours pour sensibiliser sur les enjeux de l'eau. Ok, donc quand tu dis ce livre, on parle de l'eau Fake or Not, donc c'est la série Fake or Not dans laquelle on a eu Maxence Cordier qui avait fait la version sur l'énergie, on a eu Aurélien Bigot qui avait fait une version sur la mobilité, donc toi tu as fait la version sur l'eau. Tu m'as offert gentiment le livre en plus, donc j'ai hâte de lire la dédicace et de parcourir le bouquin. Au quotidien, du coup, toi, ton activité, c'est essentiellement une activité de lanceuse d'alerte, de conférencière. Comment est-ce que ça s'articule ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, du coup ? Eh bien, je suis de plus en plus sollicitée par des entreprises, des organisateurs d'événements aussi, des pouvoirs publics. Hier, j'étais dans une instance qui va financer en fait tous les travaux et les études et les mesures de restauration pour aider justement les collectivités à s'emparer de la question de l'eau. Donc en fait, ils s'entourent d'experts scientifiques et donc moi, mon objectif, c'est de les aider, de les aiguiller sur qu'est-ce qui mérite d'être accompagné financièrement, techniquement, quelles sont les priorités. Et ensuite, publier beaucoup d'articles sur les réseaux et faire avancer aussi l'hydrologie régénérative parce que c'est quelque chose qui est assez émergent dans le monde, en France qui balbutie. Et voilà, donc là, j'ai toute une activité bénévole pour l'association. Okay, bon, on vous a lâché plein de mots-clés un peu qu'on va définir au fur et à mesure quand même de cet épisode. En quoi est-ce que ça change de ce que tu faisais avant pour des élus ? Tu dis que tu as une grosse remise en question pendant le Covid. C'est quelque chose que tu fais qui est très différent parce que finalement, j'ai l'impression que tu conseilles aussi sur de la gestion de l'eau, de la gestion de ressources, que ce soit des privés ou du public. C'est un peu la même chose ou pas du tout ? Alors, pas du tout, dans le sens où quand on est fonctionnaire, on est tenu par des droits de réserve, des devoirs de réserve qui nous obligent en fait à ne pas parler de ça dans les médias. C'est aussi pour ça qu'on entend très peu parler de spécialistes et d'hydrologues, notamment sur ces questions-là. Et moi, en fait, j'ai identifié vraiment le besoin d'en parler. Si, en fait, les citoyens, les citoyennes n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas agir en âme et conscience. Donc, moi, j'ai ressenti le besoin de parler de tous ces sujets-là et notamment parler de l'aspect démocratique et politique de l'eau, puisque l'eau, c'est politique. Et donc, tout ce que j'ai observé, moi, dans ces 5 années d'expérience avec les élus, qui est vraiment très riche, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de biais et beaucoup de freins à lever. Et donc, c'est pour ça que j'en suis sortie. J'ai démissionné carrément de la fonction publique. C'était vraiment une prison dorée. J'aurais pu y rester toute ma vie, tranquillement. Et en fait, là, je pouvais pas. J'avais aussi besoin d'aller explorer la question agricole, alimentaire. Et j'étais
pas nourrie à ce niveau-là, donc j'ai bifurqué en fait. C'était un moment, je pense, pour beaucoup de gens, le confinement qui a été une grosse remise en question et on a tous bifurqué et pris des choix très structurants pour notre avenir. Moi, j'ai voulu vraiment m'engager et aussi ne pas avoir peur de m'afficher devant les médias pour dire, moi, sur ces questions-là, je suis pas d'accord, voilà pourquoi, etc., etc., etc. C'est quoi la raison valable? J'ai du mal à me dire pourquoi est-ce que les hydrologues n'auraient pas le droit de parler de la ressource quand ils sont associés au public. Typiquement, il peut y avoir des sujets de recherche ou des postes qui sont financés en fait par des acteurs qui seraient pas d'accord qu'on affiche notre désaccord avec certaines politiques. Voilà, je pense par exemple à la question des méga-bassines qui sont subventionnés à 70% par les agences de l'eau, par l'État. Les agences de l'eau financent des postes comme le mien, comme je l'ai été dans la fonction publique, donc je pourrais pas en fait parler de ça. D'accord. Oui. Voilà. Conflit d'intérêt majeur. Ok. Écoute, très clair. On a bien avancé. J'aimerais qu'on reparte un petit peu à la base pour que les gens soient pas trop perdus sur en fait l'eau c'est quoi. Ça va paraître peut-être un peu débile, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, c'est quoi notre empreinte eau? On connaît beaucoup sur ce podcast, on parle énormément d'empreinte carbone, on parle un peu d'empreinte environnementale, mais du coup, l'empreinte eau, qu'est-ce que c'est? Merci de commencer par cette question. C'est la première bonne question qu'il faudrait se poser parce que effectivement, notre schéma tel qu'on l'a appris à l'école où on faisait tous des cycles de l'eau en papier mâché, en fait, ça c'est faux. Dans le sens où on ne représente pas dans ces schémas notre impact sur ce grand cycle de l'eau, notamment ces flux d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise qui sont en fait, quand on les somme, l'empreinte eau. Donc l'eau verte, c'est quoi? C'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes. Donc les plantes se servent d'eau dans les sols, interceptent l'eau dans les pluies et puis en fait évapotranspirent. Ça, c'est l'eau verte. Donc, l'humanité s'est appropriée cette eau verte par l'agriculture, par la déforestation, par le fait de casser des prairies et de les remplacer par des monocultures de céréales. En fait, tous ces flux d'eau verte sont complètement perturbés par nos activités essentiellement agricoles. On a l'eau bleue, donc ça c'est facile parce que tout le monde le voit. L'eau bleue, c'est toute l'eau qu'on voit couler dans les rivières ou dans les lacs, qu'on stocke dans des réservoirs. C'est toute l'eau qui est dans les nappes et qu'on mobilise, que l'on pompe pour irriguer, pour l'eau potable, pour faire tourner nos industries, etc. Donc c'est l'eau disponible. C'est l'eau bleue réelle disponible. L'eau verte, c'est un peu plus conceptuel. C'est l'eau qui s'évapore, donc on la voit pas trop. Mais l'eau verte, c'est quand même le truc le plus important parce que on a franchi la limite planétaire. On en reviendra. Et ensuite, il y a l'eau grise. L'eau grise, c'est le volume d'eau théorique nécessaire pour diluer toutes les pollutions que l'on émet dans l'environnement. Pollution, nitrates, pesticides, les PFAS, tous les micropolluants, les microplastiques. Tout ça, en fait, il faut, pour que ça soit acceptable, qu'il n'y ait pas de risque sanitaire, il faut diluer ces polluants. Donc ça, c'est un volume d'eau théorique pour cela. Donc, en fait, quand on somme l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise, l'humanité s'approprie chaque année, donc ça, c'est l'empreinte eau, 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de la moitié des débits des fleuves qui s'écoulent aux océans de la planète. Donc c'est dire en fait à quel point on a pris la main sur cette ressource en eau par l'agriculture, par l'industrie, par l'énergie et qu'on a besoin d'eau pour faire tourner notre système économique. Et ça, évidemment, on ne va pas l'apprendre à l'école primaire, c'est un peu tôt, mais quand même de dire qu'on a pris la main sur le cycle de l'eau, que aussi... Et ça, c'est quelque chose de très important dont on parle très peu. Le 2/3 des précipitations continentales proviennent de l'évapotranspiration. Donc essentiellement la transpiration des végétaux. En clair, si on a de la pluie à l'intérieur des terres, c'est pas forcément grâce aux océans. Évidemment, les océans s'évaporent et nous apportent de l'eau, mais c'est aussi grâce à ces petits cycles de l'eau qui se forment et qui se répètent grâce aux forêts qui recyclent les pluies. Et ça, c'est quelque chose qui est très très peu connu, ou en tout cas difficile à admettre par la communauté scientifique. C'est la théorie de la pompe biotique. Ok. Donc, notez bien, pompe biotique, c'est quelque chose qui va être de plus en plus amené, j'espère, sur la table, parce que c'est quelque chose, moi-même, qu'on n'a pas forcément appris dans les études, et qui gagne du terrain et qui est à la base de l'hydrologie régénérative. Comment faire en sorte que la pluie va rester le plus longtemps possible sur les continents? On va céder des arbres. Les arbres sont nos meilleurs alliés pour recycler la pluie, faire en sorte que l'eau reste le plus longtemps possible sur les continents.
Ok, donc on utilise la moitié donc, de l'eau en mouvement, l'eau des rivières, c'est ça? Alors, en fait, donc le 2 tiers des précipitations Ouais, continentales, celles qui tombent sur les continents, provient de l'évapotranspiration. C'est-à-dire que les arbres transpirent pour réguler leur température, faire la photosynthèse, capter du carbone, etc. Et ce faisant, en fait, l'eau qui va s'évaporer dans l'atmosphère va reprécipiter soit à la surface de la même canopée forestière, soit une autre un peu plus loin, transportée par les courants. Mais ça, c'est régi par des processus complexes de météo, différences de pression, de température. Mais en tout cas, les arbres sont des capteurs et des générateurs de pluie. Ils recyclent la pluie. Et c'est grâce à ça qu'on a des pluies, en fait, même l'été, sur nos continents. Tu disais 24 000 milliards de mètres cubes, c'est ça? Alors ça, c'est l'empreinte eau annuelle de l'humanité. 24 000 milliards de ramené à mètres une cubes. Personne, ça ferait quoi à peu près pour avoir une consommation individuelle? T'as une idée ou pas? Ça, je préfère pas donner le chiffre moyenné à l'échelle du monde parce que c'est un peu comme le carbone. Ouais. On a besoin en fait de le territorialiser et en France, on est à 4 900 litres par jour. 4 900 litres par jour sans compter l'énergie. Donc, on est très loin des 150 litres d'eau par jour qu'on consomme à la maison, au robinet. C'est 4 900 litres qu'on mobilise pour produire notre alimentation, pour produire nos vêtements, pour produire cette tasse. C'est tous les objets qui nous entourent là, en cet instant. On a besoin d'eau à un moment donné dans le process pour fabriquer tout ça. Donc, c'est ça l'empreinte eau. Ouais, et du coup, qui contient l'empreinte, donc l'eau qu'on dit consommer et l'eau qu'on dit prélever. Il y a peut-être une différence à faire entre ces... Alors, non, ça c'est encore autre chose. C'est pas inclus dans l'empreinte eau. Ok, donc c'est vrai, 100% de consommer dans l'empreinte eau. Dans l'empreinte eau, non, c'est vraiment l'eau qu'on a mobilisée par l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. Et quand on parle de prélèvement et de consommation, on ne s'intéresse que à l'eau bleue. D'accord. Et l'eau bleue, en France, on prélève 32 milliards de mètres cubes d'eau. La moitié est prélevée pour produire notre énergie électrique par les centrales nucléaires notamment. Le refroidissement des centrales nucléaires. Mais puisqu'on va parler de ça, effectivement, c'est le prélèvement brut. Et quand en fait, surtout les centrales en circuit ouvert, elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles rejettent quasi l'intégralité en aval. Et donc, quand on fait finalement, quand on parle de consommation, donc c'est l'eau qui ne retourne pas dans le milieu. Hein. Quand on prend l'eau quelque part, soit on la consomme, elle revient pas dans le milieu, soit on la rejette dans le milieu et c'est de l'eau qui n'est pas consommée. Et donc, quand on regarde les consommations et pas les prélèvements, ce qui va consommer le plus d'eau, c'est l'agriculture. On est à 55%, je crois, 58% annuel, moyenné, 58% d'eau consommée, c'est pour l'agriculture. Et le problème, c'est que cette eau est consommée à des périodes où il y en a le moins, c'est-à-dire entre mai et septembre. C'est pour ça que quand je commence mes conférences, je fais un petit quiz. Quels sont les principaux usages de l'eau en France? Donc là, en fait, je reste un peu floue parce qu'effectivement, il y a l'énergie, le nucléaire, l'agriculture. Et en fait, c'est un peu flou. Est-ce qu'on parle de prélèvement ou est-ce qu'on parle de consommation? Voilà. Ok, c'était la question suivante. Quels sont les grands usages du coup? Effectivement, agriculture 50%. Enfin 58, des consommations. Si on parle des consommations encore, c'est quoi le reste? Alors le reste après, ça va être l'eau potable, 22%, je crois, 24% à vérifier. Et puis c'est toute l'eau en fait qui ne retourne pas dans le milieu puisque soit on a des fuites, donc 1 milliard de mètres cubes d'eau qui partent dans les fuites chaque année. On a vraiment un vrai problème là-dessus en France, toute l'eau qui part dans les fuites et qui ne revient pas dans le milieu. Et puis, il y a une partie des usages de l'eau potable qui est consommée aussi, puisqu'on va utiliser de l'eau potable pour laver les rues. Donc, l'eau va s'évaporer pour arroser les jardins, les potagers, les espaces verts. Pareil, ça, c'est de l'eau qui est consommée. Donc, voilà, toute cette eau qui est consommée, qui ne revient pas au milieu, finalement, ça pompe quand même beaucoup d'eau.
Ensuite, on a encore une fois, donc là, après, en troisième position, le secteur énergétique, puisque on a de l'eau qui est consommée par le secteur énergétique par évaporation, notamment les centrales en circuit fermé, cette fois, qui consomment entre un tiers ou la moitié de l'eau qui est prélevée en circuit fermé. Et on a aussi, alors ça on en parle très peu, l'évaporation des réservoirs. Et on le voit de plus en plus avec les canicules, plus il fait chaud, plus on va avoir d'évaporation dans les lacs réservoirs. Donc ça, c'est considéré aussi comme de l'eau consommée. Voilà. Et puis, une partie de l'industrie aussi qui consomme de l'eau. Mais c'est super intéressant. Assez dense. Voilà. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette consommation, ce changement de système, cette activité qu'on a et le climat? Alors, le lien entre le cycle de l'eau et le climat est très intriqué, très lié en fait. Depuis toujours, le climat a changé et a modifié la planète, le niveau marin, les températures, etc. Donc dès qu'il fait plus chaud, on va accélérer le processus d'évaporation. Pour plus 1 degré, on a plus 7% d'évaporation. Donc, étant donné que l'atmosphère est le réservoir qui va recevoir cette évaporation, l'eau reste en moyenne 10 jours dans ce réservoir. Donc, en fait, on va accélérer le processus d'évaporation et de précipitation. Il y a certaines régions qui vont recevoir plus de précipitations, selon les courants atmosphériques, et d'autres qui vont s'aridifier, notamment le pourtour méditerranéen. Donc, on voit très bien que l'eau, le climat est complètement lié. Et ce dont on parle très peu, c'est le triptyque eau, climat, végétal. Et là, justement, il y a des nouvelles études, en partie qui s'expliquent par la théorie de la pompe biotique, qui montrent que le végétal peut aussi influer sur le climat, par justement le fait de capturer du carbone d'une part, mais aussi recycler cette pluie qui va permettre de réguler la température, garder l'eau dans les sols, etc., etc. Et ensuite stocker du carbone, etc. Donc en fait, on a besoin de voir vraiment les choses de manière systémique et en parlant de l'eau et du climat, mais pas que, aussi parler des végétaux. Bon, je pense qu'on a bien défini les grands types d'eau qu'on peut utiliser, consommer, prélever, dans quel milieu. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est qu'un hydrosystème ? Et puis après, je pense qu'on ira sur des thématiques peut-être un peu moins techniques et peut-être un peu plus sur notre gestion de la ressource. Alors, les hydrosystèmes sont... Les écosystèmes pour la biodiversité, on comprend assez bien. Un écosystème est constitué d'une biocénose, des vivants, des êtres vivants qui interagissent, et un milieu, donc le biotope. Les hydrosystèmes, c'est la même chose, sauf qu'on parle d'un ensemble de cours d'eau. Donc on a, quand on regarde en hydrologie, l'élément de base de réflexion, c'est le bassin versant. C'est une sorte de cuvette qui va recollecter toutes les eaux de pluie qui vont ruisseler, s'infiltrer, etc., et faire leur vie sur un bassin versant. En France, on a 6 grands bassins versants, donc, qui sont associés à nos 6 grands fleuves, la Seine, le Rhône, la Garonne, la Loire et Rhin-Meuse. Et j'en ai oublié la Loire-Bretagne, mais Loire-Bretagne, ça je l'ai dit. Le Rhône, c'est fait, la Dour-Garonne. Et puis ensuite, on a dans ces grands bassins versants des sous-bassins versants. Et en fait, l'ensemble, ça constitue des hydrosystèmes qui sont connectés entre eux. Vraiment, le cycle de l'eau, c'est une histoire de flux, de stock. On a les rivières en surface, donc ça, c'est le domaine de l'hydrologie. On a les nappes qui sont plus ou moins connectées aux rivières, ça, c'est l'hydrogéologie. Et on a les archipels de zones humides, de forêts, de prairies qui ont un intérêt aussi dans le cycle de l'eau. Comment est-ce que ça s'intègre dans ton travail d'hydrologue et dans ton activité dans l'association que tu as montée d'hydrologie régénérative? Quels sont les liens entre tout ça? Alors, l'hydrologie régénérative, elle est basée sur une définition
et un objectif qui est de ralentir ce cycle de l'eau qui est justement accéléré par nos activités et le changement climatique, d'une part. Donc, on va ralentir ce cycle de l'eau en cherchant à justement infiltrer toute l'eau de pluie à la parcelle dans les sols et de travailler autour du végétal. Donc, en fait, on a un triptyque eau, arbre, sol. Les sols, c'est tous les mouvements agroécologie, permaculture, etc. L'arbre, c'est tous les mouvements agroforesterie. Je vous renvoie à l'Association française d'agroforesterie qui fait un travail remarquable là-dessus. Et sur l'eau, on avait très peu de choses. Et pourtant, il y a une documentation et des retours d'expérience très riches sur la manière dont on va faire cheminer l'eau sur les bassins versants, justement, sur les territoires, pour l'aider à s'infiltrer dans les sols. Donc par des baissières, des techniques de keyline design. Et donc on a créé cette association pour une hydrologie régénérative afin d'expérimenter en France qu'est-ce que ça donne si on fait l'hydrologie régénérative, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va être plus résilient face aux sécheresses, aux inondations, à l'érosion, et en fait notre objectif c'est d'accompagner les agriculteurs, mais aussi les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'on va garder l'eau le plus longtemps possible sur les territoires. On va vraiment être résilient par ces méthodes-là, en combinant le triptyque eau, arbre, sol. Et donc, on va mener, on l'espère, des programmes expérimentaux avec des études, de la recherche, de l'action et surtout un soutien au monde agricole pour vraiment s'adapter qui sont les premiers impactés du changement climatique. Voilà. Ouais. Et du coup, là, concrètement, donc il y a un terme que j'ai pas compris, baissière, c'est ça ? Oui, les baissières. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la différence entre je sais pas si comment est-ce qu'on fait pour garder cette eau concrètement si je suis agriculteur ? Ouais. C'est quoi le truc qui fait que je vais peut-être moins consommer ou que je vais pouvoir réutiliser de l'eau que j'ai déjà consommée ? Alors, il y a plusieurs formes d'agriculture. Donc là, ce que je vais dire ne s'applique pas à tout, mais en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est donc, je vais définir ces baissières déjà. Ce sont des cuvettes végétalisées, des petites tranchées qu'en fait on creuse sur des courbes de niveau. En fait, on va faire vraiment une lecture topographique, le relief, et on va faire en sorte que, par exemple, sur une pente, plutôt que de voir dévaler la pluie, l'eau de ruissellement comme ça, on va vraiment casser la pente en faisant ces petites rigoles et faire en sorte que l'eau va rester le plus longtemps possible dans ces rigoles et s'infiltrer tout doucement dans les sols. Mais on va s'aider à la fois de ces petites baissières, mais des arbres aussi, des arbres ou des haies qui vont faire barrière aussi là-dessus et faire en sorte que l'eau va rester le plus longtemps possible. Créer des plateaux de rizières presque. C'est presque ça. Alors, quand on regarde des images en Inde, effectivement, ou en Asie, on voit ces grands plateaux de rizières, on dit oh là là. Mais on peut le faire à plus petite échelle et encore une fois adapté en fonction de chaque culture, chaque besoin ou contrainte du paysan. Donc ça se travaille. Et il y a plein de bureaux d'études qui font du conseil aujourd'hui là-dessus. Enfin, plein. Non, pas assez à mon goût. Mais il y en a qui le font en France. Et ça va. Et nous, l'objectif avec l'association, c'est de le faire largement et partout, massifier ça pour faire en sorte que les agriculteurs soient plus résilients et dépendent moins de l'irrigation, justement, pour arroser les cultures. Et à titre individuel, du coup, quelqu'un qui a une maison, un grand jardin, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme action d'hydrologie régénérative chez lui ? Ouais, alors encore une fois, ça dépend du jardin. J'imagine, ouais. Voilà, de la topographie. Si c'est quelque chose de très plat, on va pas forcément pouvoir faire ces petites rigoles, etc. Ce qu'on va chercher à faire, sur tous les jardins, d'une manière générale, c'est augmenter le taux de matière organique dans les sols. Plus on a de la matière organique dans les sols, ça on le voit très vite, hein. Un sol, s'il est noir, très chargé, avec de la vie, avec un microbiote, des champignons, des vers de terre, et c'est un sol qui est vivant et c'est un sol qui sera structuré et donc qui sera poreux et qui va permettre de retenir l'eau. Donc, première chose, nourrir son sol. Nourrir son sol avec du carbone, un mélange de carbone et d'azote, donc du compost, pailler le plus possible. Couvrir les sols, donc faire des engrais verts aussi, ça permet de nourrir le sol, le fertiliser et en même temps de limiter l'évaporation. Donc déjà, on va travailler sur le sol.
Et ensuite, on réfléchit à comment est-ce qu'on va irriguer les cultures. Donc, on va installer un récupérateur d'eau de pluie. On peut aussi installer une petite mare pour ramener tout un écosystème aquatique qui va se nourrir des ravageurs, des champignons, etc. etc. Donc, recréer vraiment un hydrosystème. Là, j'ose en parler, même si on ne va pas recréer des rivières dans notre jardin, mais recréer un petit écosystème aquatique qui va permettre justement de garder l'eau sur notre jardin et puis recréer toute une vie autour qui va justement augmenter la fertilité et garder l'eau dans les sols. Est-ce qu'il vaut mieux garder l'eau dans le sol ou est-ce qu'il vaut mieux avoir cet étang le principe des méga-bassines, c'est quand même d'avoir l'eau à disposition. Est-ce qu'avoir un étang qui empêche finalement l'eau de rentrer dans le sol, c'est pas pire que mieux? Alors, ça dépend de la taille, encore une fois. Entre une petite mare et une méga-bassine, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, les mêmes volumes, les mêmes usages, les mêmes besoins. En fait, si on part là-dessus sur ce sujet, une méga-bassine, c'est quoi? C'est un ouvrage, ce qu'on appelle une retenue de substitution. C'est un ouvrage qui va pomper l'eau en hiver, la stocker et l'utiliser ensuite en été. Donc, on la stocke en général dans des grands trous bâchés, une bâche faite à partir de pétrole et puis, il y aura une perte par évaporation. Et le problème qui se pose avec les méga-bassines, en particulier, ça va être de pomper l'eau dans les nappes. Plutôt que de laisser tranquille les nappes, justement, on va pomper l'eau en hiver et puis la réutiliser en été. Donc, les méga-bassines, c'est plutôt des ordres de grandeur du million de mètres cubes, plusieurs millions de mètres cubes. Celle de Sainte-Soline, c'est 17 millions de mètres cubes. Et une mare, c'est 2-3 mètres cubes, grand max. Et on recrée de la vie autour. Voilà. Donc on n'est pas sur du tout les mêmes ordres de grandeur ni les mêmes besoins. On a commencé du coup à évoquer un peu les défis liés à l'eau. Il y a notamment la gestion de la ressource. On a commencé à le dire un peu avec la gestion des méga-bassines. Il y a eu un petit soulèvement là-dessus. Qui gère l'eau aujourd'hui? Alors, la question, c'est qui gère l'eau potable ou l'eau d'une manière générale? La question, c'est qui a la capacité de dire cette eau-là, on va l'utiliser pour faire ça. Et cette eau-là, on va pas l'utiliser, ou cette eau-là, on va la laisser dans le sol, cette eau-là, on va la pomper. Merci de poser la question. La réponse va être complexe puisque c'est tout l'enjeu de mon livre, c'est d'expliquer qui fait quoi. En fait, il n'y a pas une personne qui décide. Fort heureusement, mais il y a un écosystème d'acteurs qui vont se mettre autour de la table pour en parler. Et en général, ça peut se faire. Alors, pendant les temps de sécheresse, ça se fait dans ce qu'on appelle les comités sécheresse, c'est des instances de crise pour dire, en fonction des prévisions météo, tel usage sera prioritaire sur l'autre. En général, c'est l'eau potable qui prime. Et donc, on va convier à ces réunions les élus locaux, des agriculteurs, des forestiers, etc., etc. Donc, pour répondre simplement, en général, ce sont les élus locaux qui ont la main là-dessus. Pourquoi ? Parce que les collectivités en France, elles gèrent l'eau potable, elles gèrent aussi l'assainissement, elles gèrent la question des rivières, comment on aménage une rivière, elles gèrent aussi l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Donc en fait, les élus locaux sont en première ligne de toutes ces questions-là. Donc moi, c'est pour ça que j'ai travaillé d'emblée sur les questions de politique publique. Et aujourd'hui encore, c'est eux qui ont la main sur beaucoup de choses. Et dans les parlements de l'eau, donc les parlements de l'eau, ce sont les petites instances de gouvernance de l'eau. Quand il s'agit de parler d'une méga-bassine ou construire un barrage, etc., en fait, on va consulter ce parlement de l'eau qui va dire avis favorable ou défavorable sur tel ou tel projet. Ils vont aussi construire une feuille de route sur 10-15 ans sur la gestion de l'eau sur leur territoire. Et dans ces parlements de l'eau, encore une fois, c'est les élus locaux qui sont majoritaires. En général, plus de la moitié des sièges sont occupés par des élus locaux. Ensuite, on a le collège des usagers avec des agriculteurs, EDF, des hydrauliciens, etc., l'ONF, des chasseurs, des associations environnementales, minoritaires mais tout de même présentes, et un collège de l'État avec tous les services déconcentrés de l'État. Et dans ces parlements de l'eau, on discute de tout ça, de justement quelles sont nos priorités sur le territoire, vers où on va, les trajectoires climatiques et qu'est-ce qu'on doit faire. Tu vois, par exemple, dans un cas qui a aussi fait parler de lui, la fameuse retenue collinaire de la Clusa, on dit il y a un problème d'eau potable dans le village et pourtant le résultat n'a pas l'air si évident que ça en sortie. Il y a quand même une vraie discussion sur le fait de faire ou pas ce
cette retenue? Alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'ai habité pendant 7 ans à Annecy, donc je connais très bien le dossier. On en avait parlé un peu avec Valérie Pommier, et oui, Valérie, du coup. Ouais, c'est une amie aussi. Moi, ce dossier, je l'ai vu venir depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que la Clusaz, ils ont déjà 4 retenues pour la production de neige et que ce ne sont pas des retenues collinaires, contrairement à ce qui est dit partout. Ce ne sont pas des retenues collinaires. Elles ne sont pas alimentées par les eaux de ruissellement. Elles sont alimentées par une source qui est une seule source qui émerge au pied d'une montagne, qui est ensuite transportée dans des tuyaux et ensuite dispatchée un peu partout dans ces retenues. Donc aujourd'hui, la Clusaz est face à un conflit d'usage entre l'eau potable à donner aux touristes et aux habitants et l'eau à donner aux canons. Parce qu'en fait, l'arrêté préfectoral qui autorise ces prélèvements ne repose que sur une seule et même source. Donc ils sont pris en étau par la réglementation et leurs besoins en eau, qui est croissant avec le changement climatique. Et le problème, c'est que avec cette 5e retenue, en fait, ils veulent la mettre à un endroit qui est un joyau écologique du territoire, au-dessus d'une tourbière, une des plus belles tourbières de Haute-Savoie, la tourbière de la Colombière, du bois de la Colombière, qui est capable de stocker du carbone en masse, stocker de l'eau, d'accueillir une biodiversité remarquable. Et aujourd'hui, les études qui ont été menées ne sont pas suffisantes pour dire que cette retenue n'aura pas d'impact hydrologique sur la tourbière, n'aura pas d'impact hydrologique sur le cours d'eau qui sera impacté par l'augmentation des prélèvements pour alimenter cette 5e retenue. Donc, aujourd'hui, on se bat clairement contre ces décisions qui sont à rebours des défis écologiques pour faire entendre raison à ces élus, à ce maire de la Clusaz qui ne veut pas entendre en fait une autre manière de faire. Et tout en respectant la vie aquatique et les intérêts écologiques. Mais tu vois, ça pose quand même la question de la démocratie liée à la gestion de l'eau, parce que c'est un peu le sujet que tu évoquais tout à l'heure et qu'on va évoquer un peu plus. Mais si on a autant de mal à convaincre et à faire adopter, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'eau soit une ressource mieux partagée? Déjà, la connaissance. Moi, c'est tout l'enjeu aussi. C'est pour ça que j'ai un rôle un peu bizarre entre la scientifique et la vulgarisatrice. Puis la lanceuse d'alerte. J'ai à la fois envie d'apporter cette connaissance scientifique et en même temps d'alerter les pouvoirs publics et les acteurs économiques sur attention, on va vers une maladaptation. Typiquement, ce dossier-là, c'est de la maladaptation au changement climatique, tout comme les méga-bassines. Donc moi, mon rôle, c'est d'apporter cette connaissance scientifique et de dire, attention, il faut vraiment qu'on regarde les choses de manière systémique, on va voir des impacts cumulés sur absolument tout. Donc, j'essaye de faire de la pédagogie en même temps et d'alerter sur, attention, ça c'est de la maladaptation, est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce qu'on peut trouver une autre solution qui soit plus sobre et qui respecte les hydrosystèmes et les milieux aquatiques ? Dans un post que tu as publié sur LinkedIn assez récemment, j'ai vu que tu prenais en exemple un texte qui était apporté par les Slovaques, je crois, à l'ONU, sur la gestion de l'eau, justement, sur cette démocratie autour de ça. Est-ce que c'est un exemple qu'on pourrait suivre ? Alors, il ne parle pas de la démocratie, il parle plutôt de l'hydrologie régénérative. Ce texte, c'est le livre blanc. Il s'appelle New Water Paradigm, donc on a vraiment besoin de changer de regard et avoir un nouveau paradigme de l'eau, et c'est tout ce dont on a parlé en début d'épisode sur l'hydrologie régénérative et intégrer le végétal dans nos projections climatiques et nos modélisations pour comprendre que on n'a pas que le carbone, il y a aussi le végétal qui a un vrai intérêt pour réduire le réchauffement climatique et recycler, régénérer ces petits cycles de l'eau sur les territoires. Après, sur toute la partie démocratie et justement la place du citoyen dans ces parlements de l'eau, dans ces projets écocides, on a besoin de formation. On a besoin d'informations. Donc, on peut commencer par le livre. On peut aussi aller plus loin. Moi, c'est pour ça que j'ai tourné un cours de 10 heures avec Sator pour justement acculturer les décideurs, les citoyens, tout le monde sur les grands enjeux de l'eau.
Et donc oui, on a besoin de prendre le temps de cette connaissance. On a du mal à valoriser ce temps-là et se dire, OK, on a besoin de comprendre pour justement être mieux armé pour défendre la voie de l'eau, quoi. La voie de l'eau, exactement. Du coup, tu parles de démocratiser. Avatar, la voie de l'eau. Je reprends du coup ton terme. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que ça t'a fait sur le lien entre le peuple et sa ressource principale? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un vrai lien à faire ou pas avec ce qu'on a aujourd'hui? Ouais, complètement. Ouais. Moi, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce film, sur Avatar, mais moi, il m'a vraiment parlé. Ouais, complètement. On a besoin encore une fois, de changer de regard sur l'eau. L'eau, c'est plus une ressource. On parle beaucoup des nouveaux récits. Ouais. On a besoin de ne plus considérer nos ressources naturelles comme des ressources à exploiter. Elles servent à l'ensemble du vivant. Et dans Avatar, on le voit très bien. En fait, on n'est pas tout seul sur Terre. On a aussi tous les écosystèmes marins. Donc là, ça tourne beaucoup autour de la voie marine, mais moi, je suis plus tournée vers les rivières. Mais quand bien même, on est tous reliés à l'eau. Et je trouve que c'est super, cette phrase qui dit « on est relié à l'eau » dans le film. C'est par la respiration, on est complètement relié à l'eau. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, les messages sont très, très puissants dans ce film. Et justement, par la culture pop et tous ces nouveaux récits, on va vers un nouveau changement, un nouveau regard sur tout ça, quoi. Ouais. Bon, tu l'as pas vu, mais du coup, Dune, qui vient d'un bouquin qui est beaucoup moins récent que ça, donc c'est une dystopique et beaucoup plus. Mais dans Dune, où justement la ressource en eau est tellement rare qu'on est obligé de recycler l'eau de son propre corps, il y a vraiment ça aussi dans l'autre sens. Dans ce que tu m'as expliqué, c'est ces sortes de costumes qui permettent de recycler notre transpiration et notre urine pour qu'on puisse être autosuffisant. Dans ce que tu dis là, il y a la promesse technologique qui va nous permettre d'avoir toujours de l'eau pour subvenir à nos besoins. Et là, moi, je le vois beaucoup avec mes conférences, mes interviews. Souvent, on me pose la question de la nouvelle technologie qui va nous apporter des solutions. Et attention... Désalinisation. Dessaler l'eau de mer, réutiliser les eaux usées traitées. En fait, on a toujours cette nouvelle technologie salvatrice qui va répondre à tous nos problèmes. Et attention, il ne faut vraiment pas qu'on repose que là-dessus. On a vraiment besoin de prendre du recul sur ces technologies. Faire pleuvoir la pluie aussi. On a parlé un peu de géo-ingénierie avec Roland Seferian il y a un moment maintenant. L'épisode est un peu plus long. Mais ça revient en force. Ouais, on parlait... c'était quoi? C'était mettre du soufre dans l'atmosphère pour réduire d'un coup la température à la surface du globe de 10 degrés pour que ce soit enfin vivable. Ouais. Ça coûterait, je crois que l'ensemble du coût pour faire ça à la surface du globe, c'était 10 milliards, donc ridicule. Mais voilà, des petits paris à la James Bond vilain. Est-ce que c'est faisable ou pas? Alors qu'on a plein de solutions qui sont qui sont très sobres, peu chères et peu énergivores, et qu'on retrouve dans la nature, en fait. C'est tout simplement s'inspirer donc toutes les solutions fondées sur la nature qui fonctionnent. Et là-dessus, en fait, on a juste à observer, à regarder ce qui est documenté par la science, piéger le carbone dans les sols, dans les zones humides, dans les forêts, reforester massivement, faire l'hydrologie régénérative. En fait, tout ça, on a tout un cortège de solutions fondées sur la nature qui sont un peu, qui rapportent peut-être pas d'argent aux grosses firmes, mais qui marchent, qui fonctionnent. Et on a aussi à s'inspirer des peuples autochtones là-dessus, qui vivent ça depuis bien plus longtemps que nous. En contre-pied de la géo-ingénierie, il y a le géomimétisme. Je sais pas si tu... Le géomimétisme, non, géomimétisme. Je connais pas. Il y a donc l'auteur de ce terme, Pierre Gilbert, qui a écrit un livre là-dessus, évoque toutes ces pistes-là, justement, comment faire le contre-pied de la géo-ingénierie, pourquoi la géo-ingénierie, ça ne marche pas, et comment s'inspirer de la nature pour justement s'attaquer aux problèmes climatiques et écologiques. Ok, c'est différent du biomimétisme, du coup, qui s'attache plutôt au système vivant, c'est ça? C'est complémentaire. Là, on s'intéresse au système Terre et Parce voilà. que du coup, là-dessus, on en avait parlé aussi avec Christophe Goupil il y a longtemps aussi, mais où on parlait de biomimétisme. Il disait en fait, il y a aussi un danger qui est de recopier ce que fait la nature, parce que la nature ne fait pas toujours ce qui est le plus efficace. Et je crois qu'il prenait comme exemple, il me semble,
les baleines qui sont des animaux à sang chaud alors qu'elles vivent dans un univers qui est très très froid et qui utilisent énormément d'énergie juste pour réchauffer leur corps. Et oui. Et ça existe dans la nature et pourtant c'est pas ce qui est le plus efficace et c'est pas ce qu'il faudrait qu'on copie. Alors, donc, il y a quand même pas mal de trucs. C'est marrant parce que justement, Pierre Gilbert, dans son livre, parle des baleines en disant que c'est comme les vers de terre des océans. Ils sont capables de piéger du carbone par leurs excréments et en fait ont un intérêt justement pour réguler tous les CO2 qu'on a mis en trop dans l'atmosphère. Ouais, il y a beaucoup de trucs à voir encore là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, que tu aurais voulu qu'on raconte ? Alors, on a parlé beaucoup de choses, d'hydrologie régénérative, d'engagement citoyen. Alors, on n'a pas parlé des éco-gestes et heureusement, on n'en a pas parlé parce que souvent, quand on pense à l'eau, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour réduire... Fermer le robinet. Voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup parler d'empreinte eau parce qu'on en a un peu parlé en début d'épisode, mais concrètement, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte eau qui est de 5000 litres par jour ? Et en fait, on peut changer notre alimentation. Et en changeant notre assiette, on a l'immense pouvoir en fait de préserver l'eau, cette eau verte qui est dans les sols, qui doit rester le plus possible dans les sols et dans le petit cycle du végétal. Et donc pour ça, il faut qu'on végétalise l'assiette. En gros, 37% de notre empreinte eau quotidienne est liée à notre consommation de viande. On a doublé notre consommation de viande en 60 ans. Et tripler la surface de céréales, nos besoins en eau qui vont avec. Donc si en fait on mange moins de viande et mieux, la meilleure qualité, plus proche, etc., agriculture paysanne, en fait on réduit très, très fortement notre empreinte eau. Donc moi je m'attaque pas du tout aux paysans, aux éleveurs bovins paysans, mais je m'attaque à la grosse industrie de la viande qui va déforester, qui va casser des prairies naturelles pour les remplacer par des cultures de maïs. En fait je m'attaque à ça et en fait on a tous ce pouvoir par nos actes d'achat, nos actes de consommation de changer notre alimentation et ce faisant, on change notre empreinte eau et l'empreinte carbone aussi. Où est-ce qu'on te retrouve ? Sur LinkedIn. J'ai un site internet aussi, charlène-descolonges.fr où je publie tous mes articles, mes conférences, les prochaines conférences que je donnerai. Et puis sur le cours Sator aussi pour approfondir toutes ces questions. Trop bien, merci beaucoup pour ce moment un peu dense au début. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que du coup vous avez eu la partie un peu plus fluide à la fin. On mettra, je pense, les différents éléments et peut-être les définitions dans la description pour que les gens puissent revenir dessus. Donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. Et puis je vous dis à dans 10 jours pour l'épisode suivant, puisque maintenant c'est tous les 10 jours les épisodes, ce qui nous permet de mettre un peu plus de temps pour faire une belle communication autour du contenu, puisque je commençais à avoir ça commençait à faire beaucoup, un épisode par semaine, et j'avais l'impression de courir épisode après épisode et de pas prendre le temps de me pencher vraiment sur les sujets, donc là j'aurai un peu plus le temps de le faire. Ce sera probablement un des derniers épisodes de l'été. Donc vous pourrez écouter ça pour la rentrée, pour mieux consommer quand vous rentrez à la maison et surtout fermer les robinets. C'est ça le plus important, c'est ça que j'ai retenu de l'épisode. Et changer notre assiette. Et changer notre assiette. Aussi. Merci beaucoup Charlène. Merci, salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.